Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois un expert justement des influenceurs, un expert de création de contenu, un expert de la tech. Il est connu sur Internet. Il s'appelle Jean-Baptiste Viette. Il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Philippe, très heureux de partager une deuxième fois cette interview avec toi et de parler d'influence. Tout à fait. Alors, il s'appelle Tous influenceurs et il fait 252 pages. C'est un livre aux éditions Erol. Voilà, oui, c'est un livre que je viens de sortir. Je l'ai sorti pour la rentrée des classes et il vise en fait à apprendre à tout à chacun qu'on ait un métier, une passion, à pouvoir l'exprimer sur Internet et donc l'exprimer de différentes façons via un blog, via un podcast comme tu le fais en ce moment, via une chaîne YouTube, TikTok. Voilà, tous les médias sont abordés et l'idée c'est de partager sa passion au plus grand nombre. De viser une audience massive, enfin en tout cas sur sa passion et pourquoi pas alors en vivre, en tirer quelques revenus complémentaires. Alors, dans ce bouquin, tu parles de la création de contenu engageante, comment développer sa communauté, générer des revenus complémentaires. Donc, on parle de monétisation, on parle bien sûr des réseaux sociaux, avec une petite particularité, c'est que Facebook est absent. Oui, alors Facebook est absent parce que c'est un média assez ancien et qui est pas forcément adapté pour la prise de parole sur du contenu. Aujourd'hui, quand tu publies du contenu sur Facebook, c'est bien si t'as un réseau d'amis, mais si t'as une fan page de marque ou de créateur, à moins de faire de la vidéo, d'avoir une population qui te suit très engagée, ça va pas forcément très très buzzer, donc ça va être plus compliqué. Donc c'est un parti pris. C'est pas aujourd'hui le média dédié à l'influence. Quand on parle d'influence, on va plutôt viser des réseaux sociaux où il y a beaucoup d'engagement, où les gens réagissent. Donc c'est YouTube, c'est Instagram et c'est également TikTok où là, quand tu publies du contenu, ça va être moins la loterie pour que ton contenu émerge. Aujourd'hui, si tu publies quelque chose sur Facebook, il y a moins de 1% des utilisateurs qui le voient sur ta page. Et donc j'ai préféré dans l'ouvrage cibler les réseaux sociaux ou les médias sur lesquels tu avais le plus d'impact. C'est pour ça le parti pris de ne pas parler de Facebook. Alors, c'est vrai que toi, tu es un vieux de la vieille comme moi, hein, en fait. On a commencé, on est un peu les pionniers d'Internet. Ça fait 15 ans qu'on est sur le web et on a sillonné pas mal de choses. Alors moi, du côté de la radio, toi, du côté, effectivement, justement, du blog, parce que tu as commencé par un blog, en fait. Oui, tout à fait. Bah, le blog, c'est l'écrit au départ. C'était la façon la plus simple, effectivement, de partager au départ une passion sur Internet. C'est là où sont nés les premiers influenceurs. D'ailleurs, c'est là où il y a eu les premiers deals entre des créateurs de contenu, le terme n'existait pas encore, et les marques. Ou même moi, à titre perso, j'ai commencé à monétiser mon audience avec de la publicité AdSense. Et donc là, le parti pris de ce livre, c'est de commencer à la genèse, parce que finalement l'écrit reste quand même très important quand tu prends la parole sur des médias sociaux, même sur de la vidéo, parce qu'il faut structurer ton histoire. Donc c'est pas une tare d'avoir démarré par le blog, ça te donne des bonnes pratiques et c'est pas une tare non plus parce que quand tu expérimentes le blogging, comme toi tu l'as également expérimenté aussi le SEO, le Search Engine Optimization, donc l'idée de créer du contenu qui soit référençable, bien positionné dans les moteurs de recherche et aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux émergents comme TikTok, Instagram ou YouTube, il y a cette exigence aussi d'être visible des algorithmes et d'avoir quelque part aussi l'idée de comprendre comment fonctionnent ces algorithmes pour que tes contenus soient mis en avant et génèrent de l'engagement, donc des commentaires, des likes et puis derrière de l'audience, quoi. Alors, en dehors, effectivement, de tes activités sur le web, tu es quand même, effectivement, chef de projet web au portail orange.fr. Tu es un influenceur tech, puisque, effectivement, t'en es à 10 millions de vues et 60 000 abonnés sur ta chaîne YouTube. Et tu es l'auteur de livres, effectivement, pratiques à succès, comme Blockbuster, qu'on soulignait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors, ça permet de faire une transition sur le fait que pour exercer son activité, alors de créateur de contenu, d'influenceur, moi, je le fais depuis des années en parallèle d'un job salarié dans une grosse boîte comme Orange. Donc, on arrive à trouver le temps, donc en soirée ou le week-end. Et c'est quelque chose qui est relativement enrichissant d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, parce que en faisant toutes ces activités, finalement, j'apprends des choses qui vont m'être utiles aussi dans mon travail. Comme je travaille sur le web, alors on est nombreux à travailler aujourd'hui sur le web. J'ai l'occasion d'expérimenter le SEO, par exemple, la création de vidéos, et de le mettre à profit aussi dans mon cadre professionnel
si je suis amené à prendre la parole sur un projet, à faire des petites vidéos. Et donc ouais, les deux sont tout à fait possibles et je l'encourage. Et moi, j'encourage plutôt d'avoir cette assise. J'ai un job salarié, j'ai une activité extra pro en tant que créateur de contenu, d'influenceur tech. Comme ça, tu as une certaine assise, une certaine sécurité de ton activité salariée. Et le fait d'avoir une activité entre guillemets d'influenceur, de créateur tech, qui me concerne, mais toutes les passions s'expriment, ça te permet aussi d'apprendre, également de mettre un petit peu de beurre dans les épinards et d'apprendre à titre perso et aussi d'apprendre pour perfectionner dans ton travail. Donc moi c'est comme ça que je trouve mon équilibre depuis des années, comme tu le dis, et j'encourage tout le monde dans ce livre à avoir un petit peu cette double casquette. Alors, ce livre, il s'articule d'une manière un peu particulière parce qu'en fait, tu es parti à la rencontre de spécialistes de YouTube, de TikTok, par des interviews. Et j'ai trouvé effectivement ce concept assez intéressant. Oui, effectivement. Alors moi, je suis plus spécialisé au départ sur le blog, comme tu l'as dit. J'ai réussi à générer des milliers d'euros de revenus dans le passé sur mon blog. Après, j'étais sur YouTube, plutôt sur une thématique tech. Et si je veux que finalement ce que je dise soit actionnable, moi j'ai éprouvé le besoin d'aller interviewer des personnes qui étaient positionnées sur d'autres thématiques que moi, pas seulement sur la tech. Donc il y a des influenceurs qui sont positionnés sur la cuisine, donc qui publient des contenus cuisine, donc des recettes de cuisine, notamment sur Instagram. Il y a des nouveaux formats, les formats vidéo Reels. J'ai également des gens qui vont faire de la rhétorique, qui sont positionnés sur TikTok. Donc j'ai interviewé tout type de créateurs sur des réseaux sociaux émergents pour justement avoir des conseils très actionnables aussi sur la thématique beauté, aussi sur le jeu vidéo, parce que quand on va sur Twitch, il faut être bon sur les jeux vidéo, quand on fait des lives. Donc voilà, il y a 17 créateurs que j'ai interviewés sur des passions, mais également sur des choses un peu plus sérieuses. On ne parle pas uniquement de contenu divertissant multimédia, on parle de tech, mais aussi on parle de personnes qui sont influenceurs sur des thématiques comme les finances perso, comme par exemple Johan Lopez, ou des gens qui sont aussi dans l'écrit et qui vont publier du contenu sur LinkedIn. Donc j'ai voulu vraiment avoir des créateurs qui étaient positionnés sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les thématiques. Et pour cela, pour moi, c'était indispensable d'avoir le retour d'expérience concret sur les 3 leviers que tu as indiqués au départ, à savoir comment tu crées ton audience, comment tu crées du contenu, comment tu le monétises et comment tu légalises un peu ton activité. Alors, c'est vrai que le livre est articulé en fait sur trois volets. On a le premier volet effectivement qui parle donc du contenu, particulièrement créer du contenu de qualité sur sa passion. Le deuxième, effectivement, comment générer 1 million de vues sur Internet. Donc là, tu mets la barre un petit peu haut pour les gens, mais ça les booste en même temps. Donc ça les oblige d'une certaine manière à sortir de leur zone de confort. Et tu termines par la monétisation effectivement de son audience. Tout à fait. Donc c'est progressif et finalement le plus dur au départ c'est de se lancer. Donc j'essaie de rassurer les gens en disant n'importe qui peut y arriver. Donc vous avez différents terrains d'expression. Donc ça passe par l'écrit, le blog, par la vidéo, par le podcast, par différents réseaux sociaux. Et donc l'intérêt quand tu commences à publier du contenu sur Internet, c'est de grossir. Et donc je donne la cible comme tu le dis un peu ambitieuse d'1 million de vues. Et si on prend un réseau social comme TikTok où c'est très facile d'émerger, tu peux y arriver sans problème. Alors non pas sur une vidéo, mais sur plusieurs vidéos, ça se fait très facilement. Et après, naturellement, quand tu arrives à fédérer, je parle d'un chiffre un peu symbolique. Si tu arrives à avoir 1000 abonnés sur un réseau social, sur ta thématique, sur YouTube, Instagram ou sur TikTok, ça va être beaucoup plus simple après. Tu auras compris un petit peu quel est le contenu qui a marché auprès de ta cible, auprès de ta communauté. Et tu pourras renouveler le même type de format et donc arriver de façon un petit peu exponentielle sur des audiences beaucoup plus fortes. Et donc naturellement, quand tu arrives sur des audiences intéressantes, donc quand tu arrives sur ce seuil symbolique du million de vues sur plusieurs vidéos, quand tu dépasses les 1000 abonnés, quand tu arrives même à un seuil de 10 000 abonnés, je pense que c'est le seuil vraiment à atteindre. Tu deviens ce qu'on appelle un micro-influenceur sur ta thématique. Donc t'intéresses les marques. Si moi je parle de tech, à partir de 10 000 abonnés, j'ai eu naturellement des constructeurs, je sais pas, de matériel informatique, de téléphones qui sont venus me contacter. Donc derrière, tu peux faire des partenariats avec ces marques, donc des placements de produits, monétiser via des placements de produits. Ça, c'est la 3e partie du livre. Ou plus classiquement, si tu fais de l'audience sur YouTube ou sur des blogs, très facilement, pareil, tu peux intégrer de la publicité. Alors c'est moins évident sur TikTok, même si c'est en train d'évoluer parce que
les vues sont pas aussi bien monétisées que sur YouTube. Donc je donne finalement toutes les étapes pour arriver de la création de contenu toute simple, pour se lancer, pour grossir, et puis derrière, je dis pas en vivre, enfin je veux pas promettre que tout le monde va réussir à en vivre, mais au moins dégager quelques revenus complémentaires, ne serait-ce que pour payer son abonnement Internet ou simplement se faire offrir des produits par les marques pour quelque part vivre sa passion à moindre frais. Alors c'est vrai que dans le livre, dans la partie monétisation, tu parles aussi de l'algorithme, hein, les algorithmes de TikTok, les algorithmes de YouTube, et tu nous expliques en fait que tout cela, eh bien, il y a des guidelines et qu'il faut les suivre parce que si tu les suis pas, eh bien, automatiquement tu peux te faire blacklister, quoi. Oui, alors c'est dans la deuxième partie du livre. Effectivement, pour chaque réseau social, j'ai donné les guidelines en termes de comment un petit peu dompter les algorithmes de ces plateformes. Et selon la plateforme, c'est pas du tout la même façon dont fonctionne l'algorithme. Il y a quand même une constante quelque part, c'est que ton contenu intéresse. Donc comment une plateforme arrive à savoir si ton contenu intéresse et si les gens restent du début à la fin de ta vidéo, si on parle de vidéo, et si les gens like ou commentent ta vidéo parce que quelque part ça donne l'idée que ton contenu n'a pas laissé indifférent, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Mais selon les plateformes, ça peut vraiment varier complètement de façon opposée. Je vais prendre deux exemples. YouTube, aujourd'hui, sur cette plateforme, si tu veux marcher, percer, si tu veux que tes vidéos soient promues dans les recommandations YouTube, il faut arriver à faire des formats longs, que les utilisateurs, je sais pas, consomment une vidéo qui dure au moins 10 minutes. Il faut arriver à ce que les gens restent au moins la moitié de ta vidéo. Et à ce moment-là, ta vidéo sur un sujet aussi, il faut que le sujet soit un peu populaire parce que derrière, les gens, on va leur pousser sur YouTube des contenus qui les intéressent. Donc c'est bien de parler, par exemple, des gens qui font la tendance. Là récemment, on a parlé de Karim Benzema parce qu'il venait de gagner le Ballon d'Or. Selon ta thématique, si tu parles de foot, ça va être plus évident d'aborder ça. Mais je prends comme un mec comme Victor Ferry qui a une chaîne sur la rhétorique, il a fait un sujet là-dessus, il a fait 200 000 vues. Parce qu'il avait un problème qualitatif et ça a été poussé dans l'algorithme. Sur TikTok, il faut être beaucoup plus rapide que les 10 minutes parce que pareil, il faut que les gens restent longtemps, que c'est pas dans la même logique de consommation. Sur YouTube, on te recommande des vidéos, tu fais des recherches. Sur TikTok, tu vas avoir les vidéos qui vont apparaître sur ta page de démarrage dans l'onglet pour toi. Et là, faut être très très court et aussi très court dans l'accroche, c'est-à-dire dans les 3 premières secondes sur TikTok. Si tu veux éviter que les gens ils swipent ta vidéo, faut annoncer le sujet et faut annoncer ce que tu vas leur apprendre dans la vidéo. Et donc, en faisant ces petits guidelines, donc ces conseils, en fait, je les ai eus par des créateurs qui avaient expérimenté des choses. Et moi-même, je fais un effort à chaque fois quand j'interviewe des créateurs de vérifier par moi-même que ça fonctionne. Donc, sur TikTok, j'ai bien vu. Là, j'ai publié récemment des dernières vidéos. J'ai réussi à faire du 50 000 vues alors que j'avais seulement 5-6 000 abonnés. Pourquoi ? Parce que j'ai établi finalement la recette de cet algorithme, c'est-à-dire proposer un sujet efficace dans les 3 premières secondes. L'exemple, c'était j'arrive à traduire n'importe quel texte. Donc, je dis ça dès l'intro de la vidéo. Et c'était suffisamment dynamique, pas trop long, moins de 40 secondes, pour que les gens arrivent à regarder la vidéo jusqu'au bout et qui commentent, qui s'abonnent. Là aussi, c'est important de donner des petites phrases, des petites accroches à la fin de ta vidéo. Abonne-toi à ma vidéo, abonne-toi à mon compte TikTok si tu veux d'autres tutos comme celui-ci. C'est ce que je disais. Et pareil, là, ça donne des bons indicateurs à la plateforme qui, comme il va voir qu'il y a de l'engagement sur ton contenu, va le promouvoir et va te faire grossir naturellement. Et voilà. Donc, effectivement, il faut vraiment t'adapter au format. Sur TikTok, c'est vertical et YouTube, c'est 16/9 à l'horizontale et aux contraintes et au fonctionnement des algorithmes de ces plateformes. Alors, je vais rentrer dans l'interview conseil. En fait, l'interview conseil, c'est de donner des petits conseils par l'expert. Alors, l'expert, c'est toi aujourd'hui. Moi, j'ai des vidéos, par exemple, qui sont sur Ocha, tu vois, et ça me fait effectivement une transcription au niveau vidéo, audio sur YouTube. Donc, c'est assez long parce que bon, les interviews durent effectivement entre 20 et 30 minutes. Est-ce que c'est bon ça, ou est-ce que le fait d'avoir de l'audio comme ça sans avoir de vidéo, c'est pénalisable? Bah, c'est mieux effectivement si tu as de la vidéo derrière. Et on le voit d'ailleurs. J'ai interviewé pas mal de podcasteurs. J'ai un peu vu leur chaîne. Aujourd'hui, la recommandation que j'ai donnée à des gens qui ont des podcasts, si tu as une chaîne YouTube, il vaut mieux séparer les deux. Parce que le contenu audio, ça va être un peu chiant à regarder sur YouTube. Donc, à moins que, je sais pas, la personne que tu interviewes soit pile dans la cible de ton audience. Et enfin, si on reprend le cas de Benzema, on est parlé de lui. Peut-être que les gens vont l'écouter parce que tu auras une interview exclusive. Et s'il n'y a pas l'image, c'est vrai que ça présente moins de dynamisme et moins d'intérêt
de regarder la vidéo. Donc, ce que peuvent faire les gens, c'est peut-être regarder au début parce qu'ils sont tombés dessus. Je suis pas sûr que ça soit mis en avant dans les algos. Donc, tu auras moins de chances que ça apparaisse en recommandation. Donc, si tu voulais booster tes podcasts sur YouTube, ce qu'il faudrait faire, il y en a pas mal qui le font, c'est quand tu les enregistres, tu les filmes également et tu les montes. Et admettons que, je sais pas, tu as une interview qui dure 30 minutes. Alors, si tu n'arrives pas à faire quelque chose de dynamique en 30 minutes, si c'est pas suffisamment dynamique, tu as plutôt intérêt à couper, faire un découpage, à prendre les meilleurs punchlines. Je sais pas, donc de faire centrer à chaque fois chaque partie de ta vidéo sur une question qu'on pourrait se poser en lien avec la personnalité. Et c'est souvent ce que font en fait les gens qui diffusent des podcasts. Ils vont prendre, je sais pas, 5-6 minutes qui sont assez intéressants sur un sujet bien ciblé. Donc je sais pas, tu avais un expert, reprenons le cas de Benzema, qui disait comment il avait réussi, j'en sais rien, à devenir une star du foot au début de carrière, le travail. Et tu peux faire une vidéo vraiment centrée sur il faut travailler pour réussir. Et donc, ouais, faut avoir plutôt ce découpage-là. Donc, la vidéo et aussi le montage, faire quelque chose de dynamique. Parce que les flux audio que te génère Ocha avec une waveform, finalement, moi, j'ai pas envie de regarder ça sur une télé ou sur un téléphone. J'ai plutôt envie d'écouter. Et qu'est-ce que tu vas écouter ça comment? Tu vas voir qu'il y a le lien disponible sur la plateforme. Donc, peut-être au début tu vas regarder et puis après tu vas aller vite sur la plateforme je sais pas moi, Apple Podcast ou autre, ou Google Podcast, et donc tu vas pas faire ce qu'attend YouTube en fait, que tu restes longtemps derrière cette vidéo. Donc ouais, un son, c'est important quand même, le son, d'avoir un bon son, parce que ça permet de capter ton audience. Donc c'est une exigence qu'il faut avoir quand tu publies une vidéo YouTube, d'avoir un son de qualité, ce que tu as avec un podcast. Mais si t'as pas l'image et si t'as pas quelque chose de monté avec une succession, même des plans d'illustration, eh bien les gens ne perçoivent pas l'intérêt de rester devant ta vidéo et vont avoir tendance à partir. Et donc s'ils partent, tu vas tout de suite, tu donnes des indications à l'algo de YouTube que ton taux de rétention est pas bon. Donc ils partent, je sais pas, au bout de 10% de la vidéo. Et si tu dépasses pas les 50%, eh ben t'as aucune chance que ta vidéo soit promue. Donc c'est pour ça. L'audio seul, à mon avis, et moi je l'ai constaté sur plein de chaînes de podcasteurs qui faisaient ça sans mettre de vidéos, sans retravailler le format, et ça arrivait pas à se populariser dans l'algo. Tu vois, moi, alors c'est marrant parce que moi, quand il y a une vidéo, par exemple sur YouTube, ce que je fais, je mets la vidéo, j'enclenche la vidéo sur les interviews d'entrepreneurs parce que j'adore ça. Je pense à David Laroche, par exemple, effectivement, qui interviewe beaucoup des grands entrepreneurs. Eh bien, j'enclenche la vidéo et puis je fais totalement autre chose sur Internet. Tu vois, j'écoute ça comme un podcast. D'accord, ok. Et ok, très bien. Alors toi, si tu restes devant ta vidéo et que finalement t'as pas besoin de l'image, YouTube perçoit ça comme quelque chose, tu restes longtemps, donc tu participes à favoriser la découverte de cette vidéo. Mais disons que tout le monde n'est pas comme toi, je pense, et quand on va sur YouTube, on a plutôt tendance aussi à voir l'enchaînement des visages, quelques plans d'illustration par rapport au propos qui est donné par l'interviewé ou par l'intervieweur. Et donc là, il y a une étude récente de YouTube, il disait même la télé a dépassé le PC maintenant, je crois, en termes de consommation. Donc le premier média pour consommer YouTube, c'est le mobile. Donc le mobile, naturellement, tu vas être plutôt dans une logique de regarder. Donc alors toi, t'as peut-être un comportement atypique. Alors je dis pas qu'il y en a pas d'autres qui l'ont, moi aussi je l'ai. Mais la grosse majorité des gens quand même vont rester devant et regarder la vidéo, quoi. Et donc si tu as juste de l'audio, les gens seront tentés d'aller sur le podcast natif. J'aimerais que tu nous parles aussi de cet Américain un peu fou là qui a réussi effectivement à avoir l'exclusivité sur Spotify, donc des interviews d'entrepreneurs. Alors attends, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Joe Rogan, voilà, ça me revient. Effectivement, Joe Rogan, avant, diffusait ses podcasts en vidéo sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts. Et puis un jour, Spotify l'a contacté, voyant le potentiel. Il lui a proposé un contrat d'exclusivité à plusieurs millions d'euros. Et maintenant, ces podcasts, vidéo, sont diffusés en exclusivité sur podcast. Je crois qu'il a quand même gardé des droits pour diffuser des extraits sur YouTube, ce qui n'est pas déconnant pour Spotify, parce que ça permet aussi de promouvoir son émission et d'aller récupérer des spectateurs.
Et donc oui, alors le podcast là pour le coup est tellement puissant que les gens en fait, Spotify s'est servi de Joe Rogan, donc plutôt un format long de 3 heures, donc ça c'est bonne chose à faire, où il invite des invités et notamment Elon Musk, enfin plutôt des gens américains. Alors je crois qu'historiquement c'est un ancien commentateur de matchs de MMA, donc des sports un petit peu de combat extrême. Et donc il a un ton un petit peu libre, parfois il dérape un peu, et donc finalement c'est ça que les gens aiment bien, et il arrive par ses interviews un peu en mettant en confiance son interviewé, donc des gens connus comme Elon Musk, comme des stars du cinéma américain, des sportifs de haut niveau, etc., à les faire un peu sortir du cadre. Je crois qu'il a même interviewé MrBeast, donc qui est un gros youtubeur américain. J'avais écouté son interview, et donc à leur faire dire des choses que finalement c'est un peu ce qu'on recherche quand on consomme des médias sur Internet, d'avoir un propos un peu plus authentique. Donc c'est un vrai succès, et tellement un succès, et le fait qu'il y ait l'exclusivité sur Spotify a fait que finalement les gens sont mis à écouter, à installer l'application Spotify. Et Spotify, je sais pas s'ils l'ont encore dépassé, mais sur le point de dépasser Apple Podcast en audience mondiale, grâce au fait que si tu veux écouter Joe Rogan, en tout cas sur les gens qui sont plutôt anglo-saxons, il y a que là que tu peux aller, quoi. Il y a que là que tu peux écouter le podcast de Joe Rogan. Est-ce que tu as une information comme quoi, effectivement, l'IA, l'intelligence artificielle, permettrait alors de ne pas avoir le sous-titre donc d'une interview en américain, mais d'avoir la voix comme un voice-over, quoi? Alors, précise ça, ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec de l'IA? C'est-à-dire que tout simplement, quand tu regardes une interview étrangère, ouais. Au lieu d'avoir un sous-titre et de lire le sous-titre, parce que tu comprends pas la langue, d'avoir carrément, effectivement, la traduction en français. Ah ouais, d'accord. Effectivement, alors c'est en temps réel, je crois que c'est expérimenté, il me semble, sur les lives Facebook, sur les lives YouTube. Je pense qu'ils le font en instantané sur la langue anglaise. Rien ne les empêcherait, quand on voit ce que sait faire Google au niveau de ses outils de traduction, de les traduire avec Google Translate automatiquement en français ou dans d'autres langues. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité que tu as aussi sur les sous-titres YouTube. Donc je pense que tu peux le faire. Je suis pas certain. En traduction, ça serait parfait, mais ça permettrait quand même à un public étranger de comprendre. Donc niveau IA, la reconnaissance vocale c'est assez développé. Le sous-titrage derrière avec les sonorités, les timecodes, si le son est bon, c'est assez bon. La traduction, je dirais que c'est un peu plus incertain, mais ça peut le faire. Je suis pas sûr que YouTube ou Google soient les meilleurs, et par contre TikTok est assez bon là-dessus. Mais alors ils le proposent dans leur outil natif de montage vidéo qui s'appelle CapCut, et c'est assez bluffant. Donc c'est-à-dire qu'il te génère automatiquement tes sous-titres, donc dans la langue de ton choix, donc en l'occurrence là en français. Et même quand tu publies ta vidéo TikTok, tu peux faire ça. Et il y a très peu de corrections à faire a posteriori, donc je pense qu'on n'est pas très loin d'y arriver en live. En tout cas sur de l'anglais, ils sont assez bons. Sur la traduction, il y a peut-être un biais sur le fait que la traduction instantanée, elle n'est pas encore au point. Preuve en est, aujourd'hui, quand tu as des grands événements, tu as toujours quelqu'un qui va faire le doublage sur des événements télévisés de la personne qui va doubler en temps réel la personne qui parle en anglais et qui va la doubler en français, quoi. Ouais, les voice-over. On n'est pas loin. Tout à fait, le voice-over. Ouais. Au niveau de ton livre, alors toi qui as écrit des livres, Blockbuster, tu as écrit effectivement Auteur, tu as écrit donc Tous influenceurs, le dernier maintenant, dont on parle. Quel est le livre qui a changé ta vie pour toi? Moi, en tant que lecteur? Ouais, en tant que lecteur, ouais. Ouais. Alors, il y en a un, ça nous ramène à nos débuts du web. C'est un livre de Chris Anderson, The Long Train, la longue traîne, en fait, The Long Tail en anglais, pardon, je me suis bourré. Et en fait, ça a été, j'avais découvert cette notion par une formation en SEO, tu vois, ça nous remonte au SEO, qu'avait fait WebRank Info, Olivier Dufay, que je suivais au tout début, en tant que chef de projet qui démarrait sur le portail Orange, et on avait besoin d'apprendre le référencement naturel. Donc je me suis plongé dans son bouquin, et la longue tail, c'est assez remarquable. Le concept, en fait, c'est la somme des petits contenus. Ça a émergé avec Internet, et donc c'est toute la théorie est développée dans le livre. Il y a même des conférences, des vidéos YouTube de Chris Anderson où il explique un peu le concept.
la nouvelle économie, c'est basé en fait sur plein de petits créateurs, comme les micro-influenceurs finalement, chose que j'encourage les gens à être, vont faire plein de contenus qui vont intéresser des millions de gens et que n'importe qui peut émerger avec un petit contenu, parce que finalement il y a plein de gens qui font des recherches individuelles. Et donc le concept, c'est tu prends un magasin en ligne comme Amazon. Si Amazon cartonne aujourd'hui sur Internet, c'est qu'ils sont en capacité, via leurs entrepôts, mais aussi leur marketplace, de référencer. On parle de Everything Store, le store où on vend de tout, des millions, voire des millions de références qui vont finalement, c'est la somme de ces millions de références que chacun va vouloir acheter une référence différente, qui vont faire le gros du chiffre d'affaires. Donc moi ça m'avait subjugué cette idée-là, et notamment quand j'avais développé mes contenus sur Internet, que ce soit sur le blog ou sur les vidéos YouTube. C'est le concept de long tail, ça permet de se dire que n'importe qui peut émerger sur Internet, parce que on va pouvoir se positionner sur plein de recherches qui sont pas forcément où il y a beaucoup de demandes, tu vois, où il y a très peu de demandes finalement, mais mis bout à bout, comme tu vas intéresser des millions de gens, tu vas pouvoir réussir sur un seul contenu ou sur plusieurs contenus à fédérer des millions d'internautes, des milliers d'internautes, des millions d'internautes. Enfin, tout dépend du sujet que tu couvres. Et je trouve que ce bouquin que j'ai lu après, que j'ai expérimenté avec le SEO en créant des pages sur mon site internet, que j'ai expérimenté également avec ma chaîne YouTube en créant des tutos vraiment liés aux recherches des gens. C'est super intéressant comme concept, parce que ça permet à n'importe qui finalement de générer de l'audience et derrière des revenus. Et souvent le contenu long tail, comme correspond à une demande précise, va plus convertir que donc de générer des ventes, que quelque chose de mass market que tout le monde demande, où c'est hyper concurrentiel, où c'est beaucoup plus difficile d'émerger. Donc pour moi c'était un peu le livre fondateur de tout ce que j'ai créé comme contenu sur Internet. Et puis dans Tous Influenceurs, tu parles également du podcast. Comment on peut créer son podcast, comment on peut le faire connaître, comment on peut le diffuser, comment on peut gagner de l'argent avec son podcast. Parle-nous un peu du podcast. Alors, tu nous dis également dans le livre que l'interview est je crois, effectivement, est le concept le plus populaire au niveau du podcast. Oui, on parlait de Joe Rogan, c'est des interviews. Il y a aussi Génération Do It Yourself, moi qui est un podcast que j'écoute, animé par Mathieu Stéphanie, où il interviewe des entrepreneurs, pareil, qui est dans le top 10 des audiences en France. Régulièrement, en fait, ces formats-là, où je sais pas, t'as un autre qui a un invité, qui a une valeur à transmettre, ça marche assez bien. Dans le prisme, en fait, de l'invité, enfin de l'animateur, c'est plutôt assez évident. Enfin, c'est plutôt plus facile, je veux dire, pour un nouveau créateur, si tu te lances dans le podcast, de dire si tu arrives à inviter quelqu'un de connu, forcément il va intéresser plus de gens que si c'est toi qui parles, tu vois. Donc tu vas pouvoir partager à un large public une expertise de quelqu'un de connu. Donc le challenge dans ces podcasts d'interview en tant que créateur, c'est de réussir, et c'est ce qu'on explique dans le livre avec les conseils d'Alexandre Zermati, qui a un podcast, de convaincre les gens que ton podcast est qualitatif. Donc au départ, tu vas pas avoir les têtes d'affiche. Aujourd'hui, tu arrives à avoir les têtes d'affiche. Pourquoi? Parce que t'as combien? 500 personnes interviewées, voire plus, c'est ça? Ouais, c'est ça, 500. Je suis à la 500e, là, ouais. Voilà. Et donc, forcément, quand tu contactes les gens, tu m'as contacté, on avait déjà un historique, mais quand on voit que t'as interviewé plein de personnes connues, on se dit, s'il interviewe ces personnes-là, c'est qu'il est sérieux, qu'il donne confiance, on écoute tes programmes. Donc, au début, le plus compliqué, c'est d'avoir des têtes d'affiche, mais tu peux commencer avec des gens qui partagent une même passion, dont tes fans. Comme il y a cette relation de fans, forcément, ils vont vouloir participer à ton programme, parce qu'ils vont se dire quelque part, lui, il va pouvoir me donner des feedbacks en tant que fan sur ce que je fais, la personnalité. Tu auras une première personnalité, et après, tu pourras convaincre d'autres de venir dans ton podcast. Et effectivement, ces gens-là, ils sont plus intéressants que toi qui démarrent, et ils ont des choses à apprendre. Et donc, faut poser les bonnes questions, comme tu me le fais. Donc, ça veut dire étudier la personne et puis essayer de trouver des moyens de les faire sortir du cadre, comme fait un peu Joe Rogan. Parce que derrière, si tu arrives à avoir une petite punchline de quelqu'un de connu, une sorte d'exclusivité, en fait, un propos qu'il a jamais tenu ailleurs, tu vas pouvoir, toi, c'est l'effort que tu as à faire en tant que podcasteur. Prends la petite punchline, je sais pas, la transformer en TikTok de 30 secondes, ou même un petit visuel que tu vas diffuser sur Instagram, petite vidéo Reels. Et ainsi, tu vas pouvoir convaincre les gens d'aller voir, et puis on va entendre parler de toi parce que tu as réussi à faire sortir les verres du nez d'un truc assez engageant d'une personnalité connue, quoi. Voilà.
D'accord. Le podcast, effectivement, pour avoir des abonnés, c'est le même principe que sur YouTube, même principe que sur TikTok et sur LinkedIn. On parlera de LinkedIn après. Alors c'est plus compliqué. C'est très difficile de se faire découvrir sur un podcast. Donc c'est sur la longueur en général. Alors je vais prendre Apple Podcast. Tu verras que tous les podcasteurs, en fait, ils ciblent Apple Podcast parce que c'est là où il y a, je crois, 60% de l'audience, hein, et donc ils disent à la fin de leur podcast de rajouter 5 étoiles sur Apple Podcast, de le recommander, de le partager. Donc il y a en fait un peu la nécessité du podcasteur de créer ce bouche à oreille, en tout cas d'inciter, parce que c'est très difficile aujourd'hui sur les plateformes d'être dans des logiques de découvrabilité. Donc ça prend un certain temps, c'est assez compliqué. Donc si tu veux promouvoir ton podcast, il y a ça, faut en parler pendant ton programme. Et faut se servir, comme le fait, je parlais de génération de do it yourself, faut se servir des médias où il y a un peu plus d'engagement, il y a un peu plus plutôt de puissance, de reach. Instagram et TikTok, c'est vraiment des bons médias, ou même YouTube. Si tu arrives à faire une vidéo de 6-7 minutes, que tu arrives à extraire une partie, là sur YouTube, tu peux facilement te positionner sur la recherche, tu vois. Tu crées vraiment une vidéo à la demande par rapport à ce que une question, auquel a répondu ton interviewé. Tu la publies sur YouTube, donc c'est pour ça que c'est important de filmer dans l'idéal la personnalité. Ou si tu la filmes pas, au moins, je sais pas, illustrer ça par des images. Pareil sur TikTok, tu prends la meilleure punchline. En fait, ce qui va se passer avec ces réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram avec les Reels ou YouTube, ils vont voir ton extrait et toi, charge à toi après, à la fin de la vidéo ou en descriptif. Sur YouTube, tu peux mettre un descriptif, de les inviter. Alors sur TikTok ou Instagram, c'est plutôt en bio que ça se passe, de mettre un lien vers le podcast complet et donc d'inviter à la fin, dans le court laps de temps que tu as à disposition, de l'attention, parce que c'est ça qui est difficile, c'est d'avoir l'attention des internautes, d'envoyer sur le podcast. Donc un podcast natif comme ça tout seul, ça va être difficile à faire découvrir uniquement par la plateforme. Donc c'est pas mal de rediffuser les meilleurs moments sur YouTube, mais vraiment de faire de pas publier intégralement, d'en prendre le meilleur extrait, celui qui fait le plus sens sur YouTube. Pareil sur TikTok, Instagram, et ainsi tu pourras drainer la croissance de ton podcast comme cela. Allez, on va terminer avec le dur du dur, c'est-à-dire là on passe non plus du B2C mais au B2B avec LinkedIn. Alors LinkedIn, d'ailleurs tu t'es amusé à poser la question à parce que des étudiants t'ont dit effectivement que LinkedIn tu le prononçais mal. Donc dans le bouquin tu nous dis qu'effectivement que tu as fait des essais et des tests sur LinkedIn. Ouais, c'est ça. Alors moi je dis LinkedIn. Alors les étudiants le disent comme toi. J'ai été voir les étudiants de l'IAE Nice en master marketing digital et ils me reprenaient en se foutant un peu de ma gueule. Non monsieur, c'est LinkedIn. Ok. Alors je sais pas exactement quelle est la bonne terminologie. Et donc j'ai profité de ça, de ce moment un peu où on se pose tous la question pour en faire un post sur LinkedIn, où j'ai invité le spécialiste qui témoigne dans le livre, qui s'appelle Christopher Piton, qui a écrit un livre sur le sujet à la conquête de LinkedIn. Que j'ai interviewé d'ailleurs. Ah, t'as interviewé, il est excellent. Et alors c'est pareil, LinkedIn c'est un réseau social particulier. Il faut être dans le storytelling. À un moment donné, la vidéo ça marchait bien. Là, il faut plutôt publier de longues histoires. Pareil, avoir une accroche dès les premiers commentaires dès la première écriture de ton descriptif pour que les gens aient envie de cliquer sur lire la suite. C'est là tout le challenge. Et sur LinkedIn, le challenge aussi, c'est que les gens restent longtemps sur tes posts. Pareil, c'est l'algo de LinkedIn parce que derrière, ils vont calculer ce qu'ils appellent le dwell time. C'est le temps de durée de lecture d'un post. Et donc, tu arrives plus facilement sur LinkedIn à fédérer les gens quand tu as du contenu un petit peu inspirationnel, donc qui se lit. Et donc, essayer de transformer en merveilleux une scène de ton job, donc B2B, en essayant de l'extrapoler à quelque chose, un achèvement professionnel qui parle un peu aux gens, quoi. Et donc oui, alors moi j'avais rebondi sur ça, sur les étudiants qui s'étaient un peu moqués de moi, et avec une vidéo courte que j'avais publiée nativement. C'est bien de publier du contenu natif sur LinkedIn, c'est pareil, faut pas trop mettre de liens. En général, on le met en premier commentaire, parce que si tu mets le lien dès le début, ça va faire partir les gens, donc ils vont rester moins longtemps sur ton post. Et ce qui est bien aussi, et c'est valable pour Instagram, pour tous les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, c'est de poser une question.
parce que là aussi ça joue beaucoup, c'est le fait que les gens vont commenter. Et donc moi j'avais démarré ce post sur LinkedIn sur la prononciation en apostrophant les gens qui me suivent, comment tu le prononces, etc. Moi j'ai un doute et tout. Et là c'était marrant parce qu'il y avait plein de gens qui apportaient, qui disaient je le prononce comme toi, non je le prononce comme les étudiants, mais je sais pas si c'est bon et tout. Et donc ça avait créé un petit peu le débat. Donc effectivement, faut essayer de créer le débat quand on va sur ce réseau social et trouver des petits moyens, des petites accroches pour attirer l'attention et puis surtout susciter le débat et avoir des textes longs pour que les gens restent longtemps. Et s'ils restent longtemps, le post sera promu à ton cercle de niveau 1 et puis aux gens qui suivent les cercles de ton niveau 1, donc le cercle de niveau 2 et comme ça tu auras plus de chances de viraliser ton post LinkedIn. Tout à fait. Alors maintenant, je vais te poser la question marqueur des experts que je pose à toutes mes invités. C'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Jean-Baptiste? Excellente. Écoute, on a parlé de moi, mais on a parlé surtout des différents réseaux sociaux. Je crois qu'on a abordé le spectre global. On a parlé de YouTube, on a parlé du podcast. Tu m'as demandé des exemples concrets. On a parlé de LinkedIn à la fin, sur les problématiques B2B. Non, c'est super. Enfin, je pense. Après, c'est pas moi qui le dira, mais c'est comment tes spectateurs, c'est tes auditeurs. Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? J'ai le sentiment qu'on est parti d'exemples concrets et que donc forcément, si c'est du concret, c'est plus actionnable. Donc je pense que c'était pas mal. Et puis sur des choses aussi en lien avec ce que tu fais toi, donc l'échange était sympa. Toi, t'as pensé quoi de mes réponses? Moi très bien. Moi, tu sais, effectivement, mes invités sont des experts, donc ils connaissent bien leur sujet, ils connaissent bien leur domaine. Et toi, effectivement, t'es un expert d'experts, parce que c'est vrai qu'effectivement que, comme je disais tout à l'heure, tu es comme moi, on est sur Internet depuis 1995, 1998, donc on a balayé tout ce qu'il y avait sur Internet avant Google, les Alta Vista. Il faut savoir que Internet avant, c'était pas des sites Internet, mais c'était des pages avec Multimania, avec Liberty Surf, etc. eFrance. Donc tout cela, c'est un petit peu, je dirais, le dinosaure d'Internet. Et grâce à des gens comme nous et à toi, effectivement, on arrive à pouvoir effectivement utiliser les outils de maintenant et s'adapter au web. Ah ouais, c'est une exigence effectivement d'être toujours à jour. Et l'avantage qu'on a peut-être en tant que dinosaure, c'est qu'on a vu que les technos évoluaient rapidement et que si on voulait continuer à évoluer sur ce média formidable qui est Internet et d'être en interaction avec des millions de personnes, il fallait s'adapter aux plateformes. Et c'est vrai que toi, avec l'audio, le podcast finalement, qui est assez ancien à travers la radio, t'es à la modernité, à la pointe. C'est ce que je te disais, on s'était parlé en off la dernière fois, parce que le podcast est en train de redevenir à la mode. Et en fait, c'est un média ancien, c'est la radio, quoi. C'est l'interview qu'on fait à la radio, quoi. Donc voilà, c'est toujours, il y a un souci de naviguer entre modernité et puis on apprend aussi des bonnes choses sur les fondements d'Internet. Et donc ce qui était valable dans le passé est toujours valable plus tard, mais il faut l'adapter aux nouveaux modes de consommation qui évoluent très vite avec aujourd'hui les smartphones. Et anciennement, c'était juste les PC avec des faibles connexions, et maintenant les smartphones ont des connexions 5G. Et même là, la prochaine tendance, c'est on regarde Internet sur la télé, donc il faut aussi se préparer à ça. Quand YouTube a dit là récemment qu'il y avait plus d'audience sur la télé que sur le PC, ça veut dire qu'il faut aussi aller sur YouTube sur des formats longs, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour boucler sur le bouquin, tous influenceurs, on est tous des créateurs de contenu en fait. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est de la création de contenu, d'apporter de la valeur ajoutée à celui qui va écouter et de mettre en application effectivement ce qui a été dit. Voilà, effectivement, son expertise qu'on développe dans le cadre d'une passion de son boulot, ça a de la valeur parce que faut pas qu'elle reste enfermée dans un placard, dans un tiroir. Faut l'exprimer. Donc il y a un petit passage à l'acte qui peut être intimidant au départ. Donc choisir le réseau social un petit peu où on a un peu plus d'affinité lié à sa thématique. Ne pas hésiter à s'exprimer, se lancer, tester. Au départ, ce que je dis, c'est qu'il y a personne qui vous regarde, qui vous écoute. Donc on peut y aller. Demander des feedbacks, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis à un moment donné, son expertise, effectivement, comme tu dis, elle va être appréciée. Les gens vont vouloir ça, et on va s'améliorer sur la forme. Mais le point de départ, c'est du fond, c'est avoir un fond intéressant. Donc, si on a une expertise dans le cadre d'une passion ou de son activité professionnelle, faut pas la garder pour soi, faut la partager. Ça va intéresser, comme je disais, le phénomène de long train, forcément,
des millions de personnes dans le monde entier. Et donc, Internet et la création de contenu est génial pour ça. Et finalement, on peut, avec un simple smartphone, un bon micro, parce que le son est quand même important pour être audible, se filmer, parler, s'exprimer à travers le monde. Et puis, avec un bouquin, vous êtes guidé pas à pas. Et le bouquin à lire, c'est Tous influenceurs. Et pour continuer sur la petite promo, il est disponible en livre papier à moins de 20 €, en e-book, ça j'y tenais, à moins de 10 €, et puis également audiobook, c'est-à-dire que vous pouvez même, si vous êtes allergique à la lecture, progresser en m'écoutant sur Kobo notamment à moins de 5 €. Alors très rapidement, pour terminer, en fait, ce livre, tu as mis combien de temps pour l'écrire ? J'ai mis 6 mois à l'écrire, l'écrire, arriver à la version finale, échanger avec les 17 créateurs, faire des allers-retours. Donc grosso modo, la pure écriture, c'est 4 mois. Ça veut dire une petite discipline de vie. C'est parce que j'ai un job à côté, effectivement. Ça veut dire que je fais moins de création de contenu, moins de vidéos à côté, parce que je suis focus 100% sur le livre. Donc c'est le week-end, mes week-ends un petit peu sacrifiés, alors moins de temps en vie de famille. En gros, j'avance une quinzaine d'heures par semaine là-dessus, et dans ma tête, je sais qu'il faut à peu près 300 heures pour écrire un bouquin. Donc on arrive au challenge. Mais ça peut effrayer les gens de passer autant de temps, mais c'est comme la création de contenu finalement. En écrivant, ce qui est riche, c'est d'avoir des échanges avec d'autres créateurs, ce que j'ai pu avoir là, 17 créateurs. Quand je leur dis qu'ils vont être mis en visibilité sur Erol, ça les a intéressés. Donc moi j'apprends, et puis j'expérimente aussi. Donc non, j'aurais tendance à dire que l'écriture d'un livre, alors c'est long, 6 mois, c'est peut-être la moitié d'une année scolaire, mais on va apprendre 2 fois plus que dans une année scolaire, parce que on va écrire, on va mettre en pratique, on va expérimenter, donc c'est super enrichissant. Donc on fait vraiment ça pour plus le challenge intellectuel que pour le challenge pécunier. Tout à fait. Et puis le prochain que tu écriras, eh bien je sais pas sur quoi il va porter, mais en tout cas je t'inviterai pour qu'on refasse effectivement un coup d'éclairage, quoi. Avec plaisir, ouais. C'est toujours plaisir. Alors j'ai plein d'idées qui fusent, par exemple, là, dans mes activités, je suis pas mal sur le développement web. Donc, il y a peut-être un livre à essayer de vulgariser ça. Je sais pas. Une carrière de développeur, c'est des métiers qui sont très demandés. Donc, peut-être ce sera ça le thème du prochain livre. Et je serais heureux d'en parler avec toi. Tout à fait. Merci en tout cas, Jean-Baptiste Viette, de nous avoir prêté tes propos dans Les Experts. La petite anecdote pour effectivement vous dire, puisque vous savez que je vous dis tout à mon audience, j'ai trouvé le livre chez Leclerc, pour pas faire de pub, donc un espace culturel en Bretagne, à Ploërmel. Je suis tombé tout à fait dessus par hasard. C'est la couverture qui m'a alerté, parce qu'en fait, la couverture est rose avec du blanc et du noir, donc ça flashait pas mal. Et je me suis dit, tiens, qui c'est qui a écrit ça ? J'ai regardé, j'ai dit Jean-Baptiste Viette, j'ai dit, il faut que je l'invite. Ouais, alors le choix, alors c'est violet rose, c'est la couleur des réseaux sociaux Instagram. Et effectivement, c'est comme une vidéo sur YouTube ou sur TikTok ou Instagram. Il faut attirer l'attention. Donc on a fait un visuel qui se voit, comme ça quand t'es chez le libraire, tu t'y prêtes attention. Et puis là en l'occurrence, comme tu me connaissais, t'as voulu en savoir plus. Et alors, t'en as pensé quoi ? Tu l'as fini le livre ? Ah, moi je l'ai fini, donc j'ai adoré. Je pense que c'est un livre d'ailleurs qu'on ne lit pas une fois, mais plusieurs fois. C'est un guide, c'est un accompagnateur, c'est quelqu'un effectivement qui vous assiste un petit peu, qui vous permet de retrouver des logiciels, de retrouver des plugins, etc. Donc c'est pas un bouquin qu'on met dans l'armoire comme ça une fois qu'on l'a lu. C'est un bouquin c'est un guide, c'est un accompagnateur. C'est cool, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, donc n'oubliez pas une chose, parce que ça tu le dis aussi dans ton bouquin Tous influenceurs, de partager, de liker et en même temps effectivement de vous abonner à ma chaîne YouTube sur la plateforme vidéo, pour que justement effectivement il y ait de plus en plus de taux d'engagement et que vous ayez de plus en plus d'autres interviews intéressantes à écouter. Merci Jean-Baptiste, merci à vous d'avoir écouté et je vous dis à demain avec un nouvel invité. Merci Philippe, et 5 étoiles sur Apple Podcast aussi, t'as oublié. Merci de l'avoir rappelé.